enfants. Bonjour, monsieur Artaud. Alors si on est réunis aujourd'hui, c'est pour faire la préparation du concours du jeune historien guyanais. Le programme cette année, c'est la Guyane, un département français d'outre-mer de 1946 à 2016. Donc les enfants, je vous remets le livret qui a été réalisé par Madame Ebion, par Madame Choupoutou, ainsi que par Madame Latidine et Madame Jourdon. Oh, regarde, mon livre, il est spécial. Il y a des films dedans. Non, mais tu rêves, toi. N'importe quoi. Version animée, regardez, c'est une version animée. Et regardez, à la page 17, il y a un film. Jappé. Voici 20 ans que notre député Monerville a obtenu, à l'unanimité de l'Assemblée constituante, la départementalisation. Ainsi, depuis 1946, le droit commun républicain s'applique à notre département de la Guyane. Cette décision majeure prolongea le dessein du législateur de 1848, qui nous avait reconnus libres et citoyens français, mais dont l'œuvre restait inachevée. Gustave Franconi réclamait dès 1880 l'assimilation. Tous les Guyanais firent de même lors des festivités du tricentenaire de notre rattachement à la France. Et c'est à force de patience et d'amour pour la patrie que nous l'obtînmes enfin avec la départementalisation. Pendant la Grande Guerre, nos héroïques poilus guyanais ne volaient-ils pas au secours de la mère patrie? Et lors du dernier conflit mondial, les fils de Guyane ne permirent-ils pas à la France de se relever? Oui, Félix Éboué adhéra dès la première heure à la France libre de De Gaulle, auquel il offrit son tout premier territoire. Quant à Gaston Monerville et Justin Cataillé, tous deux engagés dans la résistance, ils prirent part à la libération. Fierté, fidélité et patriotisme furent récompensés. Avec la départementalisation, notre société créole obtint de la France l'assurance du redressement de notre pays qui, il faut le dire, en avait alors bien besoin. En effet, la situation était déplorable. Les décès l'emportaient sur les naissances. Les activités économiques décroissaient. Les réseaux de communication, d'eau potable, les hôpitaux, les écoles étaient nettement insuffisantes. Enfin, la population baissait. La Guyane se mourait. Certes, fusionner au sein de la nation française ne pouvait suffire. Mais force est de constater que depuis la départementalisation, la situation s'est améliorée. L'État investit massivement dans la recherche contre les maladies, l'Institut Pasteur place Schellcher, et en faveur de l'agriculture, l'INRA. Puis, visant le développement du potentiel humain, l'État prit des mesures sanitaires dont notre population profite grandement. Sur tout le territoire ouvrirent des dispensaires, soignant, distribuant médicaments et vitamines. Dans les écoles, le quart de lait fortifie chaque jour notre jeunesse. Parallèlement, l'État finança l'assainissement des marais de Cayenne et des campagnes de démoustication. Les tout nouveaux réseaux d'eau courante permirent l'abandon des puits de nos maisons créoles dont les eaux malsaines nous empoisonnaient. Notre population est ainsi repartie à la hausse. Il en est de même pour les populations tribales, amérindiennes et bushinengue. Bref, la Guyane a repris vie. Enfin, l'État lança de grands travaux pour améliorer les communications. Petit à petit, la Guyane s'équipe de vraies routes, de bacs métalliques pour franchir les fleuves les plus larges et de ponts routiers comme sur le Sinnamary. De nouvelles centrales thermiques alimentent désormais Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Les autres communes sont équipées de groupes. La Guyane se modernise. La départementalisation nous a été très profitable. Mais, pour autant, elle a ses limites et suscite même des déceptions. L'égalité sociale, par exemple, tarde à être pleinement appliquée en Guyane. Tous les projets d'exploitation censés entraîner le développement économique ont jusqu'à présent échoué. Il faut dire que, élaborés par des Parisiens, ils étaient inadaptés à notre pays. Il est temps d'amender notre statut départemental comme le réclame la droite. L'Union le souhaite pour permettre à nos élus locaux de participer aux décisions engageant notre avenir. Ou peut-être devrons-nous franchir le Rubicon et envisager la suppression de ce statut comme le préconise la gauche, le PSG et l'UPG. Le fondateur charismatique du PSG,
notre regretté député Kataye, assurait que seule une plus large autonomie de gestion nous permettrait de développer la Guyane. À moins que le salut du département ne vienne de l'installation de cette base de lancement de fusées sur notre territoire guyanais. Alors, c'est qui avait raison? En plus, il y a un autre à la page 45. Je le lance, hein? La Guyane a besoin de développement. Au siècle colonial d'exploitation, succéda le temps de l'assimilation. Après des échecs, enfin un projet relança notre économie. Le spatial, ce n'était pas son objectif premier. Mais, attirant les investissements, il stimula nos entreprises et entraîna l'aménagement du littoral. Ce fut la construction du décret des Cannes, l'arrangement de la piste de l'aéroport, l'amélioration du réseau routier entre Cayenne et Kourou. Ces aménagements offrirent du travail, beaucoup de travail. Pour construire le port, les routes, ériger le CSG et la ville nouvelle greffée à Kourou. Des immigrés nombreux arrivèrent du Brésil, des Antilles et des Colombies. D'aucuns, nos mouvements nationalistes indépendantistes, s'inquiétant de cet afflux d'étrangers, allant jusqu'à craindre une substitution de population. Ils redoutèrent aussi les effets sur la Guyane de l'installation de cette ville artificielle au cœur d'un territoire semblable à ceux des pays sous-développés. À raison, ils condamnèrent les expropriations des paysans et leur relogement en milieu urbain, incompatible avec les activités agricoles. Dans ce même temps, de nos jeunes diplômés, convertis aux communistes révolutionnaires, prônèrent l'indépendance de la Guyane. C'était le mouvement national guyanais, le Parti du travail de Guyane, Tam Tam ou encore le mouvement guyanais de décolonisation. Ils estimaient les Guyanais, Amérindiens, Créoles et Bushinengués désireux de s'émanciper. C'est dans ce terreau que naquit le syndicat UTG. Alors que la crise internationale entraînait la hausse durable des prix et du chômage, l'UTG devint le fer de lance de diverses actions, conférences, grèves, manifestations. Plusieurs émeutes marquaient la décennie 70. 3 bombes explosèrent. Dans ce contexte tendu, le gouvernement lança en 1975 le plan vert. Son volant agricole, soutenu par le sénateur Eder, le député Rivérez et le président du conseil général OHUC, permit la modernisation du secteur. 260 nouveaux exploitants s'installèrent en 10 ans. La main-d'œuvre agricole étant insuffisante, l'immigration fut là aussi nécessaire, ce qui ne fut pas du goût des nationalistes. Ainsi, en sus de jeunes Guyanais, des métropolitains, des Antillais, des Réunionnais, des Surinamais et des Hmong créèrent les grandes exploitations voulues par le plan. Les sols mal connus ne permirent pas la réussite de toutes, mais le plan vert permit de satisfaire les besoins en produits frais de notre population croissante. Certes, l'autosuffisance alimentaire ne fut pas atteinte. Les réussites agricoles et spatiales entraînèrent derrière elles l'essor de l'exploitation forestière et de la pêche. La hausse des cours de l'or relança la production. Ainsi, le projet indépendantiste ne le porta pas, mais il fit comprendre la nécessité d'un pouvoir régional apte à développer le pays et à valoriser la culture guyanaise. Pourtant, lorsque Paris nous suggéra un statut particulier, nos institutionnels choisirent la région, c'est-à-dire le modèle métropolitain sans grand pouvoir. De même, quand l'Assemblée unique nous fut proposée en 1982, dans le cadre des lois de décentralisation, nous refusâmes, par crainte d'ouvrir la voie vers l'indépendance. La décentralisation donna néanmoins un vrai pouvoir économique local. Le PSG, principale force politique, s'investit dans la gestion de la nouvelle institution, le Conseil régional, pour impulser le développement économique. La crise économique des années 90 réveilla le débat statutaire. Les difficultés économiques entraînèrent la hausse du chômage, générant des conflits sociaux. De nouveaux partis indépendantistes virent le jour, le PNPG et le MDES. Les militants du MDES s'engagèrent dans les combats électoraux et dans des actions syndicales défendant les acquis sociaux. En novembre 1996, un mouvement lycéen réclamant un rectorat local et soutenu par une grève générale servit de prétexte à des émeutes urbaines. Le sénateur Otili demanda alors une nouvelle collectivité de Guyane. Sa proposition de loi fut reprise par Antoine Karam, notre président de région, en 1999. Le comité pour démarrer la Guyane, les présidents Karam et Chen Long ainsi que nos cadres parlementaires se prononcèrent tous pour l'article 74 de la Constitution
permettant une plus grande autonomie. Pourtant, aux élections de 2010, nos élus se divisèrent et le non à l'article 74 l'emporta. Les électeurs choisirent la collectivité unique par l'autonomie. La mobilisation fraternelle de 2017 annoncerait-elle le changement de statut maintes fois différé? Regardez, il y a cette page. Là, j'appuie, monsieur. Ok, vas-y, appuie. Une nation apostelle. C'est ainsi que nous avons plaisir à désigner notre société guyanaise. Chez nous cohabitent des groupes humains divers et cela depuis la colonisation. Les groupes originels, ceux des Amérindiens, des Blancs créoles et des Bushiningués, en dépit de métissage, n'ont pas fusionné. Ils coexistent toujours. Les courants migratoires postérieurs depuis les Antilles, la métropole et l'empire colonial, vu leur faiblesse démographique, ne purent créer un nouveau groupe, mais bigarrèrent davantage celui des créoles. Cette diversité s'est trouvée fortement renforcée depuis 1946 par les immigrations planifiées et spontanées que suscita le nouveau statut départemental de la Guyane. La classe politique guyanaise des années 50 pense alors l'immigration comme une nécessité pour se développer. Ainsi, des déplacés de la Seconde Guerre mondiale, polonais et hongrois, viennent offrir leurs bras. Des Indonésiens, nos Javanais, sont installés dans la région de Mana et de Sinamari pour cultiver du riz. Les difficultés rencontrées en poussent à migrer vers Cayenne. Ils y deviennent ouvriers de distilleries. Une migration planifiée de Saint-Lucien dans les années 50, suivie de flux spontanés. D'autres, les grandes parcelles des flancs du mont Mahuré en métayers. Leurs abattis assurent alors l'approvisionnement en fruits et légumes de Cayenne. La Guyane ne pouvant fournir tous les personnels administratifs du département, des métropolitains, des Martiniquais et des Guadeloupéens émigrent également en Guyane. Enfin, un léger courant migratoire depuis la Chine est réactivé. Des hommes seuls d'abord, leur mariage avec des Guyanaises donnant les Batachinois, puis des femmes. Tous originaires de Canton et s'insérant d'abord dans le commerce de vente au détail. Tous ces flux relativement faibles sont appréciés par les Guyanais. Ils répondent à des besoins spécifiques. Chaque communauté fait bénéficier de sa maîtrise le département et participe à son développement. Ce qui change l'appréciation des Guyanais vis-à-vis de l'immigration, ce sont d'abord les flux massifs des années 70 et 80. En effet, la construction du CSG déclenche un raz-de-marée depuis le Brésil. On compte en 1974 jusqu'à 10 000 Brésiliens pour 57 500 habitants en Guyane. Une opération franco-brésilienne de retour pour alimenter les chantiers transamazoniens met fin à cette situation. Un projet d'usine de vétiver au début des années 60 amorce un flux migratoire depuis Haïti. Le projet avance, mais la petite centaine de migrants trouvent un emploi facilement. Le flux haïtien grossit à atteindre 1750 entrants par mois en 1978. L'État impose un visa, les migrants transitent par Paramaribo et le flux augmente encore. L'État s'entend avec le Suriname et réussit à faire baisser le flux par le stopper. Des Guyanais accusent l'État de laisser faire pour que la culture guyanaise ainsi diluée disparaisse. Certains parlent même de génocide par substitution. Dans ce contexte, l'arrivée d'un millier de Hmong à Cacao et Mana, souhaitée par le président du Conseil général OHU, suscite crainte et division. Ces réfugiés réussissent leur insertion, augmentent et diversifient nos productions agricoles. Enfin, la guerre civile pousse 10 000 Surinamiens à franchir le Maroni. L'État leur accorde le statut de personnes provisoirement déplacées et distribue des aides au retour à la fin du conflit en 1992. Cependant, nombre reviennent car la réinstallation dans un pays dévasté est difficile.
De petits flux croissants de Guyanais, Dominicains, Péruviens, Syro-Libanais, Africains, attirés par notre niveau de vie, viennent grossir les populations miséreuses vivant dans la précarité. Ainsi, notre population a plus que décuplé entre 1946 et 2015. Elle condamne des dérives liées à l'urbanisation et l'immigration de populations miséreuses, l'insécurité et la violence. L'arc-en-ciel n'a cessé d'ajouter des couleurs à sa palette. Au-delà de la juxtaposition communautaire, de vrais transferts culturels s'opèrent entre nos groupes humains. Les Hmong ont bénéficié des savoir-faire agricoles bushinengue transmis par des réfugiés surinamiens. Notre cuisine traditionnelle s'est enrichie des nasi, bami, saté, bananes pesées, chop chui. Les ramboutans, pitaya et mangoustons sont devenus des fruits emblématiques de la Guyane. Des mariages mixtes sont célébrés. Et si l'arc-en-ciel devenait creusé? Je veux dans les... Non, 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 et non, lâchez-le moi, lâchez-le. Non, il est à moi. À sonner le 23, nous allons manger une bus. Mais il y avait pas un livre animé? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Tu rêves ou quoi? Mais il n'y a rien. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, Noah. J'allais pas lui laisser.